Monsieur Ardisson, merci donc de répondre à nos questions. Là, vous êtes là pour participer donc à un débat sur la télévision publique. Ouais. Qu'est-ce que vous dressez comme bilan de la télévision publique actuellement? Je pense que tous les gouvernements, et même Macron, enfin même celui-ci, réduisent les budgets des programmes. Donc on se trouve, si vous voulez, dans un système où le service public a à peu près 3 milliards d'euros de budget et il y a 1 milliard pour les programmes. Et chaque année, ils réduisent. Là, cette année, ils ont encore réduit de 200 millions d'euros. Donc à force, il ne va plus y avoir de service public. Donc il faut à un moment reprendre le problème à zéro et se dire, les gens payent 150 euros par an, évidemment, c'est très bien. Qu'est-ce qu'ils ont en échange? Est-ce que le service public est vraiment l'école du peuple? Voilà, c'est tout. Moi, si vous voulez, je ne suis pas un enfant de la télé, moi je suis un enfant de l'ORTF. J'ai été élevé par l'ORTF. À l'époque, l'ORTF, c'était l'école du peuple. C'était vraiment, c'était mon université. C'est comme si j'avais été à l'école. Et donc aujourd'hui, il faudrait retrouver la vérité du service public, c'est-à-dire d'abord en termes de mission, et ensuite assainir les finances. Parce que franchement, il y a beaucoup trop de monde pour que ça continue comme ça. Vous avez l'impression que la télévision publique remplit sa mission aujourd'hui? Pas complètement. Pourquoi? Parce que dans une vraie télévision de service public, chaque programme devrait être imprégné de culture. C'est-à-dire, il y a un jeu, il y a de la culture. Des variétés, il y a de la culture. C'est-à-dire que, quelle que soit l'émission, quel que soit le type d'émission, il y a toujours un supplément d'âme, un supplément culturel. Et on devrait obliger les producteurs à dire, écoutez, si vous voulez travailler avec le service public, il faut que vous arriviez à spectaculariser la culture. C'est votre boulot. Sinon, on ne travaille pas avec vous. Alors, il y a un reproche qui revient souvent par rapport à la télévision publique, c'est l'absence de diversité des points de vue. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, je dois dire sans me vanter, quoi. J'étais vraiment le premier à faire des plateaux qui ressemblaient à la rue. Je me baladais dans la rue, il y avait des gens de différentes couleurs, de différentes origines, et on ne les voyait pas à la télé. Et donc moi, dans Tout le monde en parle, à partir de la fin des années 90, et même avant déjà, mais surtout dans Tout le monde en parle, j'avais à cœur d'inviter vraiment toutes sortes de gens. Je pense que je suis le seul à avoir invité un Tchétchène. Les gens ne savaient même pas ce que c'était. Il y a un mec qui m'a appelé le lendemain, il dit mais les Tchétchènes, c'est pas des Arabes. Je dis non, ils sont musulmans, mais c'est pas des Arabes. J'ai été le seul à inviter un Sikh. Parce qu'à les portes des signes extérieurs religieux, les Sikhs ne voulaient pas enlever leur bandeau, leur turban. Parce que pour eux, c'est pas possible, quoi. Donc j'avais invité un Sikh. Non, moi j'ai toujours été très curieux de ça. Ouais. Et alors ces derniers mois, il y a eu énormément de lois, hein, la loi anti-fake news, il y a eu la loi, la réforme de la loi de 1881. Récemment, un membre du gouvernement a même proposé de mettre en place en fait un conseil de l'ordre des journalistes. Et est-ce que vous n'avez pas l'impression finalement on est dans une époque qui est un peu liberticide, on va dire, par rapport à la presse? Complètement. Déjà, ce qui est le plus liberticide, déjà, c'est les réseaux sociaux. À chaque fois que vous dites quelque chose, il y a 150 plaintes au CSA, vous êtes emmerdé. Alors moi, j'en ai eu plein. À chaque fois, j'ai été blanchi. Mais si vous voulez, c'est pénible, quoi. Je veux dire, bon. Après, la loi fake news, il faut faire attention parce que quand quelqu'un dit quelque chose qu'on n'a pas encore entendu, c'est facile de dire que c'est une fake news. C'est une façon pour le pouvoir d'éviter que ça se propage. Alors tout le monde est accusé de faire des fake news. Non, moi, je ne suis pas partisan de cette loi, pas du tout. Cette loi fake news, en fait, c'est vrai qu'elle elle est aussi dirigée par, on va dire, contre les médias qui sont financés, on va dire, par les pays étrangers. Nous, on est concernés, notamment à RT France. Est-ce que vous avez l'impression que c'est dangereux, en fait, de mettre en place ce type de loi en France? Je pense que tout ce qui limite la liberté d'expression est dangereux. Je veux dire, moi, personnellement, pendant 35 ans, j'ai dit ce que j'ai voulu à la télévision et j'aurais pas supporté qu'on m'interdise, quoi. Je veux dire, j'aurais gueulé. C'est normal. Et là, d'ailleurs, sur C8, il y a eu 2-3 fois où il y a eu des coups de fil de l'Elysée, etc. Et je n'en ai pas du tout tenu compte. Alors pourquoi participer à un débat ici C'est-à-dire qu'en fait, ça a commencé avec La République En Marche. C'est-à-dire qu'Aurore Berger m'a invité à parler devant des députés de La République En Marche, du service public. Je pensais que moi, je ne demande rien, parce que comme je suis un homme blanc de plus de 50 ans, j'ai plus le droit de travailler sur le service public. Donc je ne suis pas du tout intéressé. Donc j'ai parlé avec des députés de La République En Marche. Ensuite, Adrien Quatennens m'a invité ici. Je suis très flatté d'être là. Et puis après, je vais aller voir les Républicains. Donc je fais tous les groupes. Juste une dernière question. Qu'est-ce que vous espérez de la télé aujourd'hui? Enfin, ce serait quoi la télé idéalement pour vous aujourd'hui? Un jour, j'ai parlé avec un patron de chaîne et je lui ai dit mais tes enfants, ils regardent la télé-réalité que tu programmes? Et il m'a répondu, ils risquent pas de regarder cette merde.
Voilà. Donc j'aimerais que les gens qui la font soient fiers de la télé. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, monsieur.